Au sommaire de ce journal, signature des arrêtés portant fixation du prix des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement Est et Sud. Cette décision du ministère de l'économie fait suite à l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix des dits produits. Une semaine après, la saga Kabound n'a toujours pas dit son dernier mot. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a convoqué une réunion de cadres du parti ce samedi, à l'issue de laquelle une position officielle pourrait être connue. Et puis, inhumation ce samedi de l'artiste musicien Lulendo Matumona, dit général des FAO, au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Bien avant, sa dépouille a été exposée au Musée national de la RDC où plusieurs personnalités ont rendu des derniers hommages à l'illustre disparu. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Après 60 ans de coopération bilatérale, le Canada et la République démocratique du Congo veulent davantage intensifier la diplomatie parlementaire. L'ambassadeur du Canada en poste à Kinshasa, Benoît Pierre Laramé, a eu des fructueux échanges à ce sujet avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au Palais du Peuple. Les échanges entre Modeste Bahati Lukwebo et Benoît Pierre Laramé ont tourné autour de la diplomatie parlementaire, avec un accent particulier sur la coopération économique à travers l'amélioration du climat des affaires au Congo-Kinshasa. C'est une de ses priorités de relancer la diplomatie parlementaire, alors de voir au sein de cette diplomatie parlementaire-là quelles étaient ses priorités et de voir comment le Canada, avec les différents parlements, pouvait l'appuyer. Donc ça a été un axe de discussion. Le deuxième axe, on a parlé aussi de recherche scientifique et de voir comment la recherche scientifique peut aider le pays à mieux s'équiper en matière de lutte contre le changement climatique. Cette année, ça fait déjà 60 ans qu'on a des relations bilatérales entre le Canada et la République démocratique du Congo. On est rendu à un point où notre coopération, on souhaite la faire de plus en plus évoluer vers une coopération de nature économique, de façon à faire à ce que nos deux pays puissent bénéficier du développement économique qui va sortir de cette coopération-là. Le Canada se dit prêt à accompagner le gouvernement de la RDC, notamment dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et le partage d'expériences dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le centre de recherche en sciences nature de l'URO dans le Sud Kivu va bénéficier de l'appui du Canada pour sa modernisation. Le protocole d'accord sera signé dans les prochains jours grâce au plaidoyer de Modeste Bahati Lukwebo. Et puis la Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires. C'est ce qui ressort de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a accordé à l'ambassadeur chinois en poste en RDC. Zhu Jing est aussi revenu sur les recommandations de la 8e conférence ministérielle du Forum des coopérations sino-congolaises organisée en décembre 2021. Oui, je suis venu d'abord pour présenter et transmettre les vœux du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, au Premier ministre Samalukonde, les vœux de bonne année, les vœux aussi de réussite pour le gouvernement congolais pour l'année 2022. Nous avons aussi une discussion sur la mise en œuvre des acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-congolaise qui a eu lieu à Dakar en décembre dernier. Le gouvernement chinois a annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération sino-congolaise. Et les 9 programmes, on espère à travailler ensemble avec la partie congolaise pour établir la liste des projets et aussi les mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour que ces 9 programmes bénéficier le plus tôt possible à la population congolaise. Oui, les 9 programmes couvrent beaucoup de domaines à partir de la santé publique, par exemple avec l'offre des vaccins, des dons des vaccins anti-Covid
Aussi, il s'agit aussi des domaines comme promouvoir des investissements, promouvoir le commerce bilatéral, promouvoir la coopération dans le secteur agricole. Nous voulons bien travailler avec nos amis congolaises pour identifier et concevoir des projets de coopération concrètes pour que cette coopération bénéficie davantage au développement du Congo. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a procédé vendredi à la signature d'arrêtés portant fixation du prix des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement Est et Sud. D'après le communiqué signé par le directeur de cabinet du ministère de l'économie nationale, cette décision fait suite à l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix des dits produits. Donc, cette nouvelle structure des prix vise à soulager la trésorerie des sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans cette partie du pays. Et puis, une semaine après, la saga Kabound n'a toujours pas dit son dernier mot. Ce vendredi encore, des échauffourées ont éclaté au siège du parti, nécessitant l'intervention de la police. Très silencieux jusqu'à présent, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a convoqué une réunion des cadres du parti, à l'issue de laquelle une position officielle pourrait être connue. Depuis son esquisse de démission sur Twitter, Jean-Marc Kabound fait planer le flou sur sa réelle position, ce qui pourrait être une simple réaction impulsive vu l'humiliation subie quelques heures plus tôt, s'est avérée une porte ouverte pour se débarrasser d'un leader quelque peu conflictuel à tous les niveaux de l'UDPS. Depuis son arrivée au pouvoir, plusieurs hauts cadres ne sont pas en odeur de sainteté avec ce fils maison qu'Étienne Tshisekedi présenté comme un des héros de son parti. Ajoutez à cela des racontards selon lesquels il serait le véritable élément ayant conduit Félix Tshisekedi au pouvoir, ce qui, apparemment, a blessé l'ego du grand patron. Dans un article détaillé, Jeune Afrique a révélé que des instructions claires ont été données au plus haut niveau pour désactiver Jean-Marc Kabound en douceur. C'est probablement ce qui expliquerait la vague des messages de désaveu qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Du côté de ses proches, la démission du président ad intérim de l'UDPS n'est plus à l'ordre du jour. Jean-Marc Kabound n'a jamais déposé une quelconque lettre de démission ou que ce soit et n'est pas prêt de tourner cette page de son histoire contre l'avis de la base qui s'est opposé à cette décision, a affirmé son chef de cabinet. Très proche du président intérimaire, le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas encore pipé mot sur ce dossier. Un silence qu'il pourra rompre ce samedi à l'issue de la réunion convoquée au siège du parti avec quelques hauts cadres. D'autres canaux annoncent également pour ce samedi une rencontre entre le chef de l'État et les présidents de groupes parlementaires de l'Union sacrée de la Nation pour évoquer l'avenir de la majorité parlementaire après cet épisode. Et puis, clôture à la Commission électorale nationale indépendante de l'atelier sur la planification stratégique et opérationnelle. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises qui se sont déroulées du 18 au 20 janvier, notamment la mise en place d'une équipe de suivi. Cette planification stratégique et opérationnelle permettra à la CENI d'évaluer sa performance et son efficacité pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des jalons dans plusieurs domaines. Suivez tour à tour le président de la CENI, Denis Kadima, et le directeur pays d'IFES, Mutanga Sila. L'atelier de validation du plan stratégique organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux constitue la première grande activité de l'année 2022 de la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais, au nom d'AFS, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, remercier d'abord la CENI. Le deuxième remerciement, c'est à l'endroit aussi des bailleurs qui a facilité la mise à disposition des moyens. Je parle de l'USAID. Enfin, je remercie aussi les facilitateurs. En planifiant cette activité dans la note de planification stratégique, nous avons estimé avoir la possibilité d'accompagner la CENI pour avoir un document d'une vision stratégique avec des axes stratégiques. En télé où ils se sont retirés, les participants ont planché sur l'élaboration d'un cadre qui devrait déterminer les actions futures programmées pour des objectifs bien précis. Monsieur le Président, par ces quelques mots, j'ai l'honneur de venir exprimer les vifs remerciements des participantes et participants
à cet important atelier. Il n'a pas été seulement le lieu du renforcement des capacités de nous tous, mais aussi une opportunité que vous avez offert au personnel de la CENI de tisser des relations fraternelles et conviviales qui ne vont pas manquer de faciliter le travail que nous avons à accomplir. Exhortant toutes les forces vives de la centrale électorale à mettre en pratique le plan stratégique validé à la fin de travaux, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, en a donné les orientations pour une approche qualitative. Nous sommes arrivés au terme de cet atelier de planification stratégique. C'est un work in progress, donc un travail vivant. Alors, je dois d'abord reconnaître la qualité de participation. J'ai beaucoup apprécié les échanges. Une équipe de suivi sera mise en place. Un plan, c'est pour être implémenté. Ce n'est pas pour être gardé dans les tiroirs. Je suis content que la CENI se soit procuré ce document. Je pense que maintenant, la balle est dans notre camp. Faisons de notre plan stratégique une réalité. Tout bien considéré, c'est un schéma directeur qui fixe les principaux types d'actions assortis des moyens à mettre en branle. Un séquencement des objectifs que l'institution, dont le rôle est crucial dans l'organisation des scrutins, met en œuvre pour les atteindre. À tout point de vue, la centrale électorale s'est dotée d'une vision commune avec la résilience comme leitmotiv. Et puis les assistants et chefs des travaux des universités et instituts supérieurs ont déclenché une grève sèche sur toute l'étendue du territoire national. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales et fustigent l'indifférence du gouvernement face à leurs revendications. Nous avons fait un constat majeur. Le premier, c'est que le mot d'ordre que nous avions lancé le 5 a été respecté à travers toute l'étendue de la République. Le deuxième constat est que, malgré cela, le gouvernement fait preuve de mauvaise foi, fait preuve de stagnation, n'arrive pas à prendre des décisions pour prendre ses responsabilités par rapport, n'est-ce pas, aux revendications telles que nous les avions, n'est-ce pas, présentées. Et dans ce cas, nous avons pris une décision, et la décision, c'est, n'est-ce pas, de prendre des mesures plus fortes pour endurcir la grève à travers toute la République. Ainsi, nous demandons à tous nos membres, nous demandons à tous nos délégués syndicaux, provinciaux comme des établissements, de prendre des dispositions pour endurcir la grève et de mener des actions syndicales sur terrain, des actions syndicales visibles sur terrain. La grève a été décrétée pour une durée indéterminée, ce qui signifie que tant que nous n'aurons pas de réponse à nos desiderata, tant que nous n'aurons pas de réponse à nos revendications, nous resterons en grève. Cependant, nous renouvelons 14 autres jours à l'issue desquels nous allons faire la prochaine évaluation. La grève, c'est pour une simple raison que les chefs des travaux et assistants de la République démocratique du Congo reçoivent un traitement salarial insultant, injurieux, dégradant de la part de l'État. Et nous exigeons à ce qu'un assistant de premier mandat reçoive la moitié du traitement d'un professeur ordinaire et qu'un chef de travaux reçoive 75%. Et puis en dehors de nos frontières, crise politique au Mali, l'Union africaine exige une transition de 16 mois maximum à la junte au pouvoir. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est exprimé vendredi après une importante réunion. Le Conseil a donc endossé les positions de la CEDEAO. L'Union africaine soutient donc les sanctions et appelle surtout les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois. Pour l'Union africaine, le calendrier proposé par les autorités maliennes, une prolongation de 5 puis de 4 ans de la période de transition, est considéré comme inconstitutionnel et inadmissible. L'Union africaine plaide pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique dirigé par des civils et soutient pour cela la proposition de médiation formulée par l'Algérie. Le délai proposé par Alger, 16 mois de transition supplémentaire au maximum avant l'organisation des élections présidentielles et législatives, est jugé approprié et réalisable. Une prise de position qui, après la proposition des autorités maliennes de transition, donne la mesure
des ambitions de chacun. La CEDEAO ne s'est quant à elle jamais prononcée officiellement sur ce délai qu'elle jugerait acceptable. Alors que les autorités de transition se réjouissent de leur récent succès militaire, l'Union africaine déplore la détérioration de la situation sécuritaire et l'absence d'autorité de l'État dans le centre du Mali. L'UA condamne enfin la poursuite de l'emprisonnement des personnalités politiques et d'anciens dirigeants maliens par les autorités de transition qu'elle qualifie d'illégales et exige leur libération. Et puis en sport, Coupe du Monde Qatar 2022, le tirage au sort des barrages pour le Mondial 2022 de la zone Afrique se tient ce samedi à Douala au Cameroun. 10 sélections sont encore en lice pour obtenir l'un des 5 tickets attribués au continent. Sont concernés par ces tirages au sort le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria qui composent le premier chapeau ainsi que l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo. Leurs adversaires potentiels, les barrages doivent se disputer au mois de mars sous le format aller-retour. Et puis, les fidèles de l'église protestante de la CAC ont rendu les derniers hommages à Monseigneur Jean-Pierre Mayunda Tchumbu, président et représentant légal honoraire de cette église. C'était à travers un culte d'action de grâce en présence du gouverneur AI du Congo central, Justin Luemba Bamakoso. Décédé le 3 janvier dernier, Monseigneur Jean-Pierre Mayunda Nzelele, président et représentant légal honoraire de l'église protestante CAC 18e SCC, la levée de son corps à la morgue est intervenue le vendredi 21 janvier courant en présence du gouverneur de province AI du Congo central, Justin Luemba Makoso, des autorités des différentes confessions religieuses et autres personnalités. Devant ces moments de douleur et de compassion, ceux qui l'ont connu, tous inconsolables et larmes aux yeux. À la paroisse CAC Boma 2 Mont-Sinaï, où est organisé un culte d'action de grâce, pour lui rendre les derniers hommages dignes de son rang, tout commence par le dépôt de gerbes et de fleurs par les officiels. Dans son message tiré de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, chapitre 15-58, le prédicateur Monseigneur Nyamouké, vice-président national de l'ECC, exhorte les fidèles de la CAC à travailler de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur qui vient bientôt. Un message relayé par le gouverneur AI du Congo central qui, du reste, encourage les fidèles à l'unité. Oui, que tout soit un. Il est beau de voir des frères demeurer ensemble. Je salue sa mémoire et ses derniers jours dans cette grande communauté. Je voudrais bien lire « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Pour révérend Marcel Bunda Bunda, président représentant légal de la CAC, ces cultes est le fruit de la réconciliation après le moment de turbulence qu'a connu l'Église qui prône aujourd'hui zéro conflit. Monseigneur Jean-Pierre Mayunda Nzelele, qui a servi l'Éternel jusqu'au dernier moment de sa vie au sein de l'Église, quitte la terre des hommes à l'âge de 87 ans et laisse derrière lui une grande famille. La mise en terre de son corps interviendra le samedi 22 janvier à Kinkonzi, en plein cœur de la forêt de Mayombe. Et puis inhumation ce samedi de l'artiste musicien Lulendo Matumona, dit général des FAO, cimetière nécropole entre ciel et terre. Bien avant sa dépouille a été exposée au musée national de la RDC où plusieurs personnalités lui ont rendu hommage, notamment Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa. On l'écoute. Un témoignage pour des FAO Matumona. Il y a à peine moins de 2 mois, j'étais avec lui. On a fait une longue émission où il a parlé de sa vie. Il a parlé de tout ce qu'il a pu faire sur cette terre des hommes aux côtés de ses amis musiciens. C'était un homme bien, un homme très bien. Beaucoup de talent, sans histoire,
Et il m'a rappelé, quand il était venu à Paris, je l'ai aidé avec Jean-Pierre Sarr pour sortir l'album que vous connaissez, qui passe en ce moment partout. Et parce qu'il était effectivement dans quelques difficultés, il m'a consacré une chanson que vous verrez bientôt, parce que c'était son talent. Avec Ngouma Lokito, Bozi Boziana et tous les autres musiciens, c'est le moment de dire ici que nos artistes doivent être soutenus. Ils souffrent beaucoup, beaucoup en silence, beaucoup terminent leur carrière avec beaucoup de difficultés. Il faut les accompagner. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Signature des arrêtés portant fixation du prix des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement Est et Sud. Cette décision du ministère de l'économie fait suite à l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix des dits produits. Une semaine après, la saga Kabound n'a toujours pas dit son dernier mot. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a convoqué une réunion des cadres du parti ce samedi, à l'issue de laquelle une position officielle pourrait être connue. Inhumation ce samedi de l'artiste musicien Lulendo Matumona, dit général des FAO, au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Bien avant, sa dépouille a été exposée au Musée national de la RDC où plusieurs personnalités lui ont rendu les derniers hommages. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.